mais pas vous, donc vous pouvez poser des questions. Alors bonjour à toutes et tous, et merci d'être là, presque aussi nombreux que ce que j'avais imaginé. En particulier les étudiants IENAC de la mineure drone du cursus ingénieur. Et merci à tous ceux qui viennent voilà, de plein d'horizons, voir de loin. Notre teasing a attiré votre curiosité et j'espère qu'on sera à la hauteur de vos attentes. Alors, je ne vais pas me présenter longuement parce que ce n'est pas la partie intéressante de la conférence. Je m'appelle Yannick Gestin, je suis le titulaire de la chaire Engineo Groupe ADP Safran Système de Drone. Et dans le cadre de nos activités de dissémination, on fait des présentations. Et donc, à l'occasion de cette journée, on va vous présenter l'avancement de nos travaux et ainsi que du programme de recherche sur les systèmes drones de l'ENAC, dont je suis responsable sur ce sujet. Cette conférence, je vais la faire en français, avec l'aide de Jim Sharples, qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation et qui interviendra pendant un petit moment. Et puis si vous avez des questions pendant la conférence, on a du temps. Elle ne durera pas 2 heures. Je suis désolé, je ne peux pas tenir 2 heures sur ce sujet-là de manière sans que ça devienne trop précis. Et donc je vais surtout vous parler donc, de la chaire, du programme Transverse Drone et de ce qui se passe actuellement autour de l'insertion des drones dans le trafic aérien à l'échelle nationale, européenne et peut-être un peu plus, j'espère. Donc idéalement, à la fin de la présentation, j'ai plein de collègues qui rentrent et qui font voler des drones, qui font des choses, des évolutions autour de vous. En fait, c'est pas possible pour plein de raisons. Le droit du travail, la disponibilité de mes collègues, la sûreté de tout ça. Si on avait été un mois plus tard, ça aurait été volontiers au sein de notre volière là, qui est en train d'être finie. Donc elle sera inaugurée fin janvier, début février normalement. Donc vous pourrez revenir nous solliciter pour des démos. Mais c'est vrai qu'il y a déjà 10 ans, il y a eu des présentations sur les drones dans l'amphi d'à côté. Et les gens ont fait voler des drones à l'intérieur avec, on va dire, surtout des étudiants. Donc ils ont la tête solide. Alors de quel drone on parle? Comme les fêtes de Noël approchent, je vais vous en présenter quelques-uns. Le plan de la présentation, ça sera la chaire un petit peu, les activités sur les systèmes et leurs usages et leur insertion dans l'espace aérien. Et on finit par ce qui vous a attiré tous ici, la normalisation et la réglementation. Alors c'est bientôt Noël. Certains d'entre vous ont déjà acheté ou vont bientôt acheter un objet qui ressemble à ça. Alors je ne vais pas faire de pub pour Parrot parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais cet objet-là, il est vendu. On pense qu'en 2020, il y aura quelque chose comme 5 millions de drones de loisirs en Europe. Voilà. Et que ça suit à peu près les courbes d'adoption des technologies comme la GoPro. Donc en 2025, on sera à 7 millions et ça devrait rester à 7 millions jusqu'en 2050. Ça, c'est les projections qui ont été faites par les analyses, notamment de la CESAR-JU, d'Eurocontrol. Alors, c'est pas juste un jouet. Bon, il est petit, hein, moins de 40 cm dans sa plus grande dimension. Il fait moins de 500 grammes. Il fait en particulier moins de 900 grammes. 800, oui, pardon. Et ses performances sont limitées à une vitesse verticale de 6 mètres par seconde et 18 mètres par seconde en horizontale. Elles sont limitées par le logiciel qui est embarqué dessus, qui tourne sous Linux. Et comme la plupart des multicoptères, une endurance, en tout cas en électrique, est limitée à quelques dizaines de minutes, donc on va dire 20 sur la boîte quand il est neuf, assez vite, beaucoup moins, et à la fin, on l'a cassé. Alors, d'un point de vue purement théorique, ce drone-là, vu ses moteurs, ses hélices, son poids et sa forme, il peut monter à 17 mètres par seconde, de 0 à 2800 mètres en moins de 3 minutes. Et dans les faits, si on n'a pas peur de faire brûler les moteurs, en remplaçant son logiciel par celui développé notamment par l'ENAC Paparazzi, on peut le faire voler à 17 mètres par seconde. Voilà. Mais aujourd'hui, bien sûr, il est limité, protégé. Il revient vers le pilote si il estime que son niveau de batterie ne suffit pas et ou si la communication Wi-Fi tombe. Voilà, il y a quelques barrières de sécurité qui sont rassurantes, mais malgré tout, il y a des questions quand même qui sont posées. Alors l'équipage, c'est une personne.
Ça marche pas très très bien avec un téléphone portable. Pour ceux qui ont déjà joué à piloter des drones avec un téléphone portable, l'attention est divisée entre l'objet tranchant et volant qui va vite et où il est ce fichu bouton sur cet écran tactile. Voilà. C'est beaucoup mieux avec une vraie manette ou une Game Boy. Ce drone-ci, qui est donc un HALE, High Altitude Long Endurance, qui va encore plus haut que les MALE, Medium Altitude Long Endurance. La différence de plafond ou d'endurance, enfin, la vraie différence, c'est dans le fait que ceux-là, ils emportent que des senseurs optiques, principalement. Et il y a les HAPS, High Altitude Pseudo Satellite, qui sont envisagés pour notamment des missions de télécom ou de lancement de nanosat. Cet objet-là, il faut 3 personnes pour le piloter. C'est plus des centimètres, c'est des dizaines de mètres. Et bien sûr, il a des performances en termes de vitesse assez proches d'un airliner. Bon, pour autant, il n'a pas la même agilité pour des manœuvres d'évitement notamment. Alors vous n'allez pas l'acheter pour Noël. Bon, mais disons que ces appareils, et pour le moment, ne sont pas armés dans le cadre de la doctrine de l'armée française, même s'il y a un débat actuellement. Alors vous allez me dire, oui, bon, quel rapport entre ça, c'est une vue d'artiste du mal européen, et ce qu'on fait à l'ENAC, c'est-à-dire de l'air traffic management. Ben, le rapport souhaité, il est, on va ségréguer un maximum, on va éviter que ces drones-là, ils viennent jouer là, puis même ceux-là, voilà. Puis entre les drones d'État et les activités d'aviation, c'est pas ségrégué, c'est un autre terme, c'est l'espace aérien, le civil militaire. On sait le faire très très bien depuis longtemps. Et que vient faire l'ENAC là-dedans? Voilà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à des jouets ou à des drones militaires finalement? Et en fait, cette ségrégation et ce rôle pour l'ENAC, je vais l'aborder sous un angle historique. Donc en 2003, on a commencé à créer en Giron Pascal Brisset, Antoine Drouin, Michel Goraz et Cathy Ronfenado, un pilote de drone pour dronifier un aéromodèle. Donc ça a été Paparazzi. Alors c'est du logiciel, c'est du matériel aussi. Vous avez ici, et vous verrez des photos tout à l'heure, les cartes autopilotes open source qui sont produites à l'ENAC et qui permettent de faire voler les drones que vous voyez ici. Et puis nos chercheurs, Murat, Gauthier et autres, ont contribué à la conception et l'optimisation d'airframes ou de multicoptères, des airframes solaires, exploitant ces technologies-là et pouvant montrer finalement qu'on peut opérer de manière robuste et efficace avec beaucoup d'autonomie, éventuellement beyond visual line of sight, des drones produits par la recherche. Et dans une recherche du toujours plus petit, toujours plus léger, toujours plus sûr et toujours plus endurant. Mais bien sûr, faire des systèmes drones, ce n'est pas non plus l'objet de l'ENAC. Donc on a continué nos recherches en les alimentant par tout ce qui va être les usages civils qu'on peut en faire. Donc je ne ferai pas la liste des nombreux projets dans lesquels on a utilisé le drone Paparazzi, donc que ce soit des photos après la tempête Xynthia, la recherche sur on va dire la météorologie, la construction des nuages, la pollution, les changements climatiques, la détection de feux d'incendie, l'agriculture. Et pour autant, chaque nouveau type de mission pour les drones est l'occasion d'améliorer à la fois le vecteur, sa charge utile et le type de mission qu'on va faire avec. Et vous vous en doutez, tous ces nouveaux usages, ils viennent se rapprocher de l'espace aérien avec d'autres personnes et avec des gens dessous. Donc on a très très tôt posé la question de où est-ce qu'il est sain de faire voler un drone, où est-ce que c'est sûr. Et c'est parce que l'ENAC a fait ça, ce travail de recherche très tôt, 2003-2005, la création de l'équipe de recherche drone à l'ENAC officiellement. C'est grâce à ça que la DGAC, notre tutelle, a décidé donc de réglementer le secteur. Donc des réglementations qui ont évolué, que pour beaucoup d'entre vous connaissez très très bien. Et donc ces travaux sur l'insertion des drones dans le trafic aérien, ça a été l'occasion d'une participation à plusieurs projets, notamment des projets européens,
dans le cadre de César, le premier programme, César 1, et je vous ferai quelques petites présentations à ce sujet. Alors, j'ai parlé des drones jouets et des gros drones, hein, comme le Patroller de Safran, mais c'est vrai que dans l'imaginaire, les drones, ça sert à ça, hein, livrer les cadeaux de Noël à nouveau. Il y a des expérimentations, hein, même en France. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Dans la tête de beaucoup de personnes, hein, le monde de l'aviation de demain, il verra des drones de grosse taille. Et le monde de l'aviation d'aujourd'hui, il commence à voir des drones. Là, c'est un AT-200, donc c'est un aéronef dronifié en Chine, hein, par l'université de Shaanxi. Et voilà, il a une charge utile de 1500 kg, une soute de 10 mètres cubes, capacité de vol de 8 heures. Bien sûr, c'est du thermique. Il peut décoller sur 200 mètres. Est-ce que ça ne peut pas être aussi ça, les drones de demain, hein, pas que les jouets ou les drones militaires. Et donc, il y a des endroits où faire voler des drones de cargo, ça pourra, c'est déjà possible, déjà utile. En France, ça ne vole pas, bien sûr, en tout cas pas celui-là. Il y en a qui volent, hein, des drones militaires. Il y a surtout les drones donc, de loisirs et des drones professionnels. Alors les statistiques pour les 3 camemberts de gauche sont 2016 et celui de droite est de 2017. Retenez que fin 2017, il y a 5000 opérateurs, 9000 drones, 10 000 emplois et 140 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un secteur voilà, où il y a plus de 360 constructeurs et quelques-uns d'entre eux font les 2/3 de la construction. Donc il y a plein d'applications envisagées. Il y a des vraies applications aujourd'hui, c'est des multirotors de petits poids pour de l'audiovisuel. Voilà, si je résume ces beaux camemberts. Et demain, il y aura d'autres applications et déjà expérimentées, hein, inspection d'infrastructure, le travail dull, dirty ou dangerous, tout ce là où on n'a pas envie d'envoyer des hommes se blesser, des hommes et des femmes, la surveillance de pipeline, la cartographie, la livraison rapide de matériel médical, hein, pas des jouets avec Amazon, et le transfert de données rapides en cas d'incendie ou de situation d'urgence qui permet donc aux first responders, police, pompiers, de faire un bilan de la situation. Des usages pour les drones, à la limite c'est l'imagination et la sécurité des gens autour. Alors ce secteur est devenu important. Il y a eu la déclaration de notre commissaire au transport de l'Union européenne avec l'initiative U-Space. Il y a des efforts politiques depuis assez longtemps en termes de stratégie, des financements européens. Et donc si on se penche sur la publication de la César European Drone Outlook Study de l'année dernière, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur les marchés, sur les projections, sur les prospectives. Et je vous invite à vous pencher sur ce document qui est disponible, hein, sur le site de la CESAR-JU. Donc j'ai un petit peu modifié le schéma avec des drones à nous, mais voilà, retenez que globalement, en 2050, l'aviation non pilotée, en tout cas pas à bord, ce qu'on appelle les airpass, elle sera environ un 5e de l'aviation pilotée, hein, en nombre d'appareils, en distance parcourue. Pour tout ce qui va être en dessous de 500 pieds, ce qu'on appelle le very low level, alors c'est 500 pieds en France et un peu partout, hein, mais c'est en dessous de l'espace où on voit des aéronefs d'habitude, des aéronefs pilotés, mis à part ceux qui atterrissent, ceux qui décollent, ou ceux qui sont en train de se cracher, et puis les hélicoptères. Et donc c'est là où on voit qu'il va y avoir un développement très très important du nombre de drones, et en tout cas de la fréquence, du nombre d'heures de vol. Et là où il y en aura de plus en plus, ce sera dans les zones denses, comprendre les villes principalement. Et donc aujourd'hui, ce qui a l'air voilà, de révolutionner l'univers, c'est des gros drones dans des espaces IFR. C'est pas facile, mais voilà, on en est déjà à des niveaux de maturité technologique, de la recherche industrielle, presque des produits qui marchent bien.
Les drones un peu moins gros dans des espaces à la fois contrôlés et non contrôlés pour de l'inspection, des vols de longue endurance, un magnifique boréal, des drones de 25 kg voilà, qui ont une dizaine d'heures d'autonomie pour des missions spécifiques avec un pilote à distance. Mais il n'y aura pas des tonnes en fait, par rapport à un prix, par rapport à un marché, par rapport à des besoins, en tout cas en Europe. Mais voilà, c'est prévu. Et en fait, même les inspections de lignes, finalement, on atteindra une limite qui est le nombre de lignes à inspecter. Je sais que RTE, ils font 4500 heures de vol d'hélicoptère par an pour faire de l'inspection de ligne. Mais pas plus. Et donc c'est ici qu'il va y avoir des difficultés. Et donc ça va rejoindre les deux gros programmes de R&D de César en Europe, qui sont les AirPass et ce qu'on appelle U-Space, qui est bas niveau mais pas que. Donc en termes de flotte, je vous ai parlé des 7 millions de loisirs, ce sera dès 2025. Pour les drones militaires, on est dans une projection à peu près de 10% de la flotte, principalement avec des petits drones aujourd'hui, à 35% de la flotte en 2050, au fur et à mesure du remplacement des avions. Et tout ce qui va être gouvernement et commercial, voilà une croissance assez importante sur plein de sujets que vous pourrez trouver dans le document César. Et évidemment les drones de loisirs qui vont suivre, comme je vous disais, la tendance de la GoPro. Alors ou pas, ça peut ne pas arriver, hein, vous savez bien tous qu'il y avait une culture aéronautique, que les systèmes sûrs, les systèmes techniques qui sont soumis à des accidents de zeppelin, à des filières qui s'arrêtent d'un coup. Et donc, il y a des problèmes d'acceptabilité qu'il faut adresser. Et notamment des incidents. Il y a eu pas mal d'incidents. Alors par incident, c'est des survols non autorisés. Donc depuis 2014, la moitié presque des incidents, c'est des survols de sites nucléaires. Il y en a un cinquième, c'est dans les zones urbaines. Un autre cinquième dans des zones militaires. Donc voilà, avec ça, on a fait les 9 dixièmes des types d'incidents. Un tout petit peu en aéroport, un dixième à peu près. Vraiment un tout 2% en prison. Donc les usages de drones, et en particulier des petits drones, on voit à peu près ce qui est visé. Et donc pour ça, il faut aussi des moyens de surveillance, d'où les lois de 2016 et des efforts dans les développements technologiques. Le monde de l'air traffic management, pour aider à l'acceptabilité, il va mettre à disposition ces technologies, de detect and avoid. Je ne veux pas percuter cette mouette ou cet hélicoptère ou cet arbre ou cet autre drone. Voilà. Des technologies pour sécuriser le canal de communication, le C2Link. Tout ce qui va être empêcher des drones de loisirs ou professionnels de pénétrer dans des zones, geofencing, de sortir de zones, geocaging. Et donc je vous épargne les traductions en français de géoconfinement, géo-endiguement, je suis même plus sûr du sens. Et tout ce qui va être, comme c'est un monde extrêmement digital, le drone il crée de la valeur par la production de données, tout ce qui va être cybersécurité, à la fois des données produites et puis surtout de tous les mécanismes de contrôle de ce drone. Et puis bien sûr, les gens ils vont accepter les drones si les usages leur font du sens. Voilà. Et dans ce sens-là, toutes les activités qui sont dangereuses, ennuyeuses ou sales, dull, dirty and dangerous, tout ce qui va être sauver des vies, la DGAC elle planche, elle a bientôt fini de plancher sur un scénario supplémentaire dans les activités particulières pour l'utilisation de drones dans les sites de construction, les chantiers, parce que voilà, il y a quasiment 300 morts par an sur ce domaine-là. Donc comment faire porter des scénarios de sécurité et de qualification et de certification des drones adaptés à ce type d'usage. Les gens accepteront. On accepte bien qu'un enfant de 14 ans conduise un tracteur. Pourquoi on n'accepterait pas qu'un enfant de 14 ans pilote un drone sûr pour la surveillance d'un terrain dont on peut prouver, alors je ne sais pas comment encore, qui ne sortira pas de ce terrain-là et qui ne mettra pas en danger des gens autour. Donc là, on n'est pas loin de l'acceptabilité. Tout ce qui va être utilisation de technologies qui n'utilisent pas du CO2, qui n'en émettent pas, et pourquoi pas des énergies renouvelables. Voilà, la protection de sites et de la faune
avec des drones peut être utilisé. Et l'agriculture raisonnée, je ne vais pas revenir dessus, mais avec des drones et soit la réflectométrie GNSS, soit des caméras multispectrales, on peut suivre l'évolution, la pousse des certaines plantes, que ce soit sous des lignes électriques ou dans des prés, ou calculer l'humidité du sol ou en dessous. Et donc, on espère, et moi je souhaite, qu'il y ait un développement raisonnable et en toute sécurité des drones. Voilà. Et pour ça, il y a encore des verrous. Donc les piliers de la recherche sur les drones, ça a été tout ce qui est numérique, tout ce qui va être lien de communication. Bien sûr, l'organisation de l'espace, et c'est là qu'on challenge un petit peu la culture du monde de l'aéronautique. Il y a des nouveaux entrants avec d'autres attentes, une autre culture, d'autres perspectives qui arrivent et qui veulent s'occuper. Bon, ne vous inquiétez pas, je me charge du service de contrôle pour les drones ici, vous enlevez pas d'avion. Et dans certains cas, ils ont raison, peut-être pas dans tous. La gestion des situations dangereuses, des aléas, des défaillances, les facteurs humains, l'organisation, la sûreté, tout ce qui va être sûreté de la cyberrésidence, mais aussi sûreté d'État, et tout ce qui va être moyens d'anticollision et d'évitement qui font que même avec un pilote à distance, avec une caméra, les manœuvres d'évitement, c'est pas la même chose que si le pilote il est à bord, évidemment. C'est juste très très difficile pour plein de raisons et pas juste dans les latences de communication. C'est juste la perception physiologique. Quand on fait quelque chose avec un avion, on a son propre feedback. Les yeux, ils voient sans lag. Donc ces différents piliers de la recherche, ils ont permis d'établir, pour les chercheurs de la chaire et en lien avec nos 3 mécènes, nos 2 mécènes initiaux, puis groupe ADP ensuite, une feuille de route pour les activités de la chaire sur l'insertion des drones dans l'espace aérien. Et donc ça nous a permis, nous, d'affecter des activités à Guido Manfredi, qui travaille sur le Detect and Avoid, donc un post-doctorant qui a fait sa thèse OLAS en robotique, et que certains d'entre vous connaissez bien. Elgis Baskaya, qui fait un 2e doctorat sur la résistance aux défaillances, la détection en particulier de pannes dans les micro-drones. Je vous en parlerai un petit peu plus. Et donc depuis juillet dernier, Jim Sharples, qui fait des activités sur U-Space, sur l'utilisation des drones pour la calibration ou l'inspection de moyens de radionavigation. On en parlera aussi tout à l'heure. Donc la chaire, elle est aussi soutenue par le fonds de dotation et le soutien indéfectible, bien sûr, de Jean-Noël Laval qui est ici et de Raphaël Surin, qui est donc parmi ses mérites, su me supporter avec mes sautes d'humeur et mon indisponibilité légendaire. Donc merci à vous deux. Alors dans les activités qu'on a menées depuis la création qui a été signée donc, au Salon du Bourget en 2015, les travaux ont commencé avec l'arrivée de Guido et Elgis en décembre 2016, donc décembre 2015, il y a 2 ans maintenant. Et donc on a commencé par faire de la production, une production scientifique, état de l'art, des propositions, en s'appuyant sur l'activité du laboratoire ENAC et son programme drone en particulier. Donc les activités, c'était Detect and Avoid et détection des défaillances. Et à partir de décembre 2016, un 3e mécène a rejoint la chaire. Et donc les problématiques qu'il apportait étaient l'inspection de moyens de navigation. Et donc on a élargi ça à U-Space dans les environnements aéroportuaires. Voilà. Et donc c'est avec l'arrivée de Jim l'été dernier donc on a pu travailler dessus. Alors on est là. J'ai une super animation. Ça traduit pas mal d'informations. Ça traduit surtout que voilà, on a fait 2 ans déjà. Et il reste une année pendant laquelle on va continuer à produire des connaissances scientifiques qui sont mises sur le public, sur le site web de la chaire et qui sont soumises à des conférences, des états de l'art qui sont publiés dans les archives de l'ENAC. Des contributions à différents types de projets, donc de la part de nos chercheurs. Et puis tout ça nous permet de développer des connaissances qui nous permettent de contribuer en partie, donc ce sera notre partie 4 de cette présentation, aux réflexions internationales menées dans le domaine réglementaire et de normalisation. Donc on est en support
à la DGAC, on participe au Workgroup Euroquai, RTCA, et on contribue, tant que faire se peut, à faire porter notre voix, notamment dans le cadre de Jarus, dont je vous parlerai très peu. Donc ces trois activités, production, normalisation, enfin ces deux activités s'associent bien sûr à une dissémination, et en particulier ce que je suis en train de faire aujourd'hui vers les étudiants, dans d'autres types de conférences, on en a fait quand même pas mal, que ce soit au Bourget, via Expo, via un site web dont l'URL sera présente à deux autres endroits dans la présentation. Donc le premier qui a les deux endroits, me fait signe. Et d'enseignement, bien sûr, de la part de nos chercheurs dans les différents types de filières. Et en faisant ces trois activités-là, on espère remplir notre mission, à la fois envers les mécènes et vis-à-vis des attentes sociétales. Donc la chaire, elle est là. C'est donc ces trois personnes plus moi, au sein du laboratoire ENAC. Donc le laboratoire ENAC, c'est une soixantaine de permanents, 150 personnes en tout. On travaille sur tout plein d'aspects de l'aviation, en lien avec nos collègues très proches, notamment ONERA et ISAE, avec lesquels on est en train de conclure une fédération de recherche sur plein de sujets ayant trait à l'aéronautique, commençant par des sujets drones, au sein d'un groupement d'intérêt scientifique avec plein d'autres acteurs, le LAS, Météo France, plein de gens, on travaille ensemble. Et donc il se trouve que dans l'équipe de recherche drone, j'ai 4 enseignants-chercheurs qui contribuent. On a 6 doctorants et la quasi-totalité d'entre eux, ils sont en co-direction, ONERA-ENAC, ISAE-ENAC, LAS-ENAC. On travaille ensemble. Voilà. Et on travaille aussi avec d'autres laboratoires étrangers. Murat a eu la chance, ou on a eu la chance que Murat aille au MIT cet été. Et on a des échanges réguliers avec TU Delft. On va accueillir un de leurs chercheurs l'été prochain. Et pourquoi on a ces échanges-là ? C'est parce qu'une bonne partie de nos activités de recherche se cristallise dans le système open source Paparazzi. Et donc, on a des échanges scientifiques, mais aussi techniques, sur des systèmes qui permettent de faire voler des drones. Donc ça, c'est la partie, on va dire, recherche pure, à la fois académique et appliquée sur les systèmes drones. Des contributions du labo et de la chaire dans des projets nationaux, des projets européens. H2020 aussi, on travaille sur le GNSS. Les activités de normalisation qui s'en suivent et de réglementation dont je vous parlerai très très peu finalement, et de l'enseignement, et notamment aujourd'hui, en janvier 2018, se lance la première édition du master à l'US Services Management, donc avec Dominique et Michel là-bas devant qui sont en charge de faire se dérouler tout ça. Donc on a une première promo d'une dizaine de personnes qui va challenger l'ingénierie pédagogique qui est derrière. Et nos chercheurs de la chaire et du laboratoire ont contribué à l'établissement et à la délivrance de certains des cours. On a intervenu pendant des années sur un certificat drone, qui était un module de 4 semaines, partagé École de l'air, ISAE et ENAC. Mais je pense que c'est la dernière version qui est en train de se courir cette année. On enseigne quelques heures donc dans le cadre d'une mineure drone base sur le cursus ingénieur. Donc ceux qui ne connaissent pas trop l'ENAC actuellement, on a des promos de 120 en formation initiale classique, une trentaine en formation par apprentissage. Sur les 120, il y en a jusqu'à 18 qui ont la chance de pouvoir suivre la mineure drone base où ils apprennent plein de choses. Et ceux-là, s'ils sont très très forts et très motivés, ils peuvent postuler pour une initiation à la recherche où on leur fait faire des choses extrêmement compliquées. Et donc ça fait des étudiants qui sont très très compétents sur un domaine, le domaine aéronautique par leur cursus ingénieur ENAC, mais qui connaissent aussi des choses sur les drones. Et d'expérience, pour avoir accueilli pas mal de gens dans le laboratoire, quelqu'un qui passe 6 mois en stage de master sur les drones, il connaît une toute petite partie, quoi. Au bout de 3 ans de thèse, il commence à savoir faire quelque chose. Mais c'est très difficile d'avoir une vision générale. Ou alors pas très profonde. Mais bon, je ne vais pas dire du mal de moi une deuxième fois. Donc ce master, il aura d'autres occurrences et je vous invite à reconsulter les slides sur le site de la chaire pour récupérer l'URL. Alors,
je vais vous présenter des activités de recherche sur les systèmes et leurs usages. Donc, j'ai été obligé de faire une sélection. Je ne peux pas ne pas vous parler à nouveau de Paparazzi, donc, parce que vous avez bien compris que c'est au-delà d'un projet de 2 personnes, c'est devenu un gros logiciel de référence open source utilisé par une quarantaine d'universités et entreprises dans le monde entier. On a des profs d'informatique d'universités américaines qui s'en servent pour délivrer des cours de programmation. On a des gens qui sont venus de Delft pour pouvoir juste modifier des boucles de commandes dans le drone et donc contribuer finalement à cet effort. Et de manière générale, c'est une plateforme qui nous permet d'avoir les contributions des meilleurs, alors que si on avait, je ne sais pas, fermé, breveté, eh bien on aurait été les meilleurs pendant 6 mois en 2005. Voilà. Donc là, on continue à avoir quelque chose qui est très vivant, et donc ce modèle open source nous convient bien. Alors Paparazzi, ça fait voler des multirotors, comme la plaquette de margarine que vous voyez ici, qui a été imprimée 3D, des ailes fixes, alors des petites, le Phoenix par exemple, optimisé par Murat pour faire du pitch-up, c'est un canard avant qui peut voler longtemps, peut-être 2h30 je dirais, importer une charge utile assez conséquente pour des missions d'exploration des nuages. Il est en fibre de carbone, un peu de Kevlar et beaucoup de sueur. Le Cyclone, vous allez avoir une belle vidéo tout à l'heure. Mais il y a des gens qui ont fait voler des ailes fixes de 4 mètres d'envergure avec, et Delft fait voler des ailes battantes de quelques centimètres qui sont capables de s'éviter et d'éviter les murs dans les amphis. Il faut vraiment qu'on en récupère pour les présentations de drones. Alors c'est pas que l'autopilote qui est à l'intérieur de cette carte, c'est aussi cette carte, c'est aussi ces vecteurs, c'est le logiciel qui tourne sur ces cartes, c'est le logiciel qui tourne sur le sol, et c'est tout un système incluant les moyens de communication. Et donc c'est un système qui vise l'autonomie. Il faut bien comprendre que avant qu'il y ait des lois et qu'on nous surveille, nos drones sont allés en Espagne et revenus, et je ne vous cache pas que la communication a été perdue assez vite, par-dessus les Pyrénées, et que le drone Paparazzi, on lui met un plan de vol et il le fait. Voilà. Sauf si on prend la main dessus avec notre télécommande ou via notre station de contrôle sol. Et donc ça, c'est une différence majeure par rapport à plein d'autres systèmes où finalement toute l'intelligence elle est dans le PC au sol. Il y a une grosse contrainte qui porte sur le moyen de communication. Et quelque part, finalement, l'intégration de charges utiles intéressantes pour de la recherche scientifique, tout type de mission, elle est complexe. Alors que nous, de facto, c'est devenu une plateforme d'expérimentation qui nécessite juste beaucoup de compétences voilà, pour pouvoir s'en servir. Mais ceux qui investissent là-dedans, ils feront beaucoup mieux qu'avec Pixoc ou des drones du commerce qui ne peuvent pas toucher. Il y a même des gens comme l'École nationale de la météo et le CNRS, CNRM, un labo CNRS de la météorologie, voilà, qui ont monté des dossiers de type scénario 2 inférieur à 1 kg, donc du vol hors vue pour faire des mesures météorologiques avec des drones de type Xeno qui utilisent Paparazzi. Voilà. Et c'est vrai que nos collègues de la météo, ils font plusieurs dizaines, voire une centaine d'heures de vol tous les ans avec des drones Paparazzi. Ça marche très très bien. Et nous, on en est assez fiers parce que la dernière occasion de la compétition IMAF 2017 qui était sur lieu de Francazal, on a le geofencing qui a envoyé 2 drones, dont un très cher, et au sol parce qu'il était en train de partir vers le tarmac où il y avait des ATR-42. Et donc notre geofencing marche bien, on est très fiers. Non, mais on a aussi failli perdre un pilote de sécurité super compétent. Mais ça, c'est une autre question. Alors, tout ça, ça nous permet de faire nos recherches sur les usages civils. Alors, on vole beaucoup en extérieur et depuis peu, il y a cette volière. Donc, je ne peux pas ne pas vous parler, qui est un bâtiment au bout du bâtiment Z, pas très loin sur le campus, où on a une zone d'évolution de environ 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres. C'est en train de bouger. Équipé avec des caméras OptiTrack et qui nous permettent de suivre jusqu'à 350 Hz la position de peut-être 150 petits points et donc de plusieurs dizaines de drones qui peuvent voler en même temps. Donc c'est un lieu d'expérimentation pour nous, mais ça va être un lieu d'expérimentation pour nos partenaires qui font de la recherche ou du développement sur les drones dans la région. Et je pense qu'à partir du mois après l'inauguration bien sûr, mais mars-avril, quand on aura l'ingénieur qui s'en occupe, ça sera vraiment un lieu ouvert, modulo l'électricité et l'assurance,
à tous les gens qui veulent tester des systèmes drones au sein de l'ENAC, et en particulier à nos étudiants et à nos enseignants. Donc merci la DGAC, enfin l'État, la région et la métropole qui nous ont financé ce magnifique espace d'expérimentation. Alors j'ai parlé de Paparazzi, donc ça c'est la Chimera de Michel, et elle est développée et produite maintenant par une société Drotech qui est dans le Lauragais. Elle est aussi produite en Chine. On fait des charges utiles. Ça, celle-là, c'est celle qu'on met dans le nez de certains appareils qui permettent de capter le GPS haut et bas et de récupérer de l'information sur l'humidité du sol. On met des charges utiles pour la météo avec des tubes Pitot 3D très solides. On fait des airframes en carbone, en mousse, en impression 3D. C'est pas nous qui avons fait celle-là, le Oops, là, il est fait en Californie, je crois. Et les drones, en général, on a un collègue qui les jette parce qu'on les fait pas lourds et on les fait petits. Mais quand ils sont très lourds, on utilise une catapulte. Et donc ces opérations drones, elles sont menées avec une station de contrôle sol qui fait partie du système Paparazzi, qui a été conçue de base en multi-drone. Donc vous avez en haut à gauche sur cette image les mini plans de vol, les mini indications qui permettent de savoir où en sont les 3 macos. En l'occurrence ici il y en a 4, 1, 2, 3, 4, donc j'imagine qu'il donne un vrai mitrailleur. Et en bas derrière cette fenêtre là qui récupère des infos en direct pendant le vol de température, pression, humidité, altitude et qui nous permet de détecter une inversion de température ici, on a les plans de vol qui peuvent être extrêmement programmables. Et comme le drone, on ne le lance pas tant qu'on n'a pas téléchargé le logiciel avec le plan de vol associé, il faut bien comprendre qu'on dispose d'un moyen qui permet de faire voler des drones avec leur plan de vol décrit dans un langage de programmation qui peut être complètement connecté au service de validation du USpace, des services qui sont, si je ne me trompe pas, Ludovic, au niveau U2, par un organisme qui rendrait ce service-là. Donc voilà, Paparazzi a été conçu à la base pour être suffisamment ouvert, c'est facile de brancher des choses dessus. Et donc on a bon espoir de s'en servir dans plusieurs de nos projets. Alors retenez quand même que faire voler un drone multicoptère c'est facile, puisqu'ils vendent des jouets avec. Faire voler le Phoenix là-bas, pour le lancer il faut un petit coup de main, il faut avoir la confiance de son créateur. Et puis surtout pour le poser, il faut savoir poser un avion face au vent, la pente, si possible arrondi. Les passagers ne vont pas se plaindre, mais il ne faut pas le casser. Et donc on arrive quelque part à une espèce de paradoxe, compliqué à utiliser, mais longue endurance et payload peut-être volumineuse, mais pas très très lourde, et simplicité d'utilisation, mais faible endurance. Et donc les travaux de Murat, par exemple, sur les systèmes drones, ont abouti à la conception de l'avion jaune que vous voyez ici. Donc si vous voulez tout savoir dessus, vous allez lire les 2 articles mentionnés en bas, ils sont disponibles sur les archives ouvertes de l'ENAC. Et ça traduit l'utilisation d'une technique d'aile soufflée qui permet de donner plus d'importance aux surfaces de contrôle. Ce sont quand même de grandes dimensions par rapport aux autres. Et tout ça, ça a donné lieu à des travaux, des modélisations et des vérifications en soufflerie sur les forces, sur les moments, des expérimentations avec des versions plus petites qu'on peut casser, des articles, et donc le mieux c'est que je vous lance une vidéo. Donc l'intérêt de cette transition, c'est qu'elle peut se faire de manière automatique et dans une grande quantité de conditions, on va dire météorologiques, de vitesse du vent. Et voilà, contrairement à des jouets qui savent faire ça, c'est un drone qui peut apporter une charge utile, qui a donc une possibilité d'usage, qu'il soit commercial ou autre.
il pourrait voler longtemps. On pense à 1h30, peut-être 2 heures, peut-être plus. La version qui est ici, elle pèse moins de 900 grammes actuellement. Celui qui est là-haut, il a été imprimé 3D et en mousse, donc c'est pas les mêmes performances. Et donc les opérations sont quand même beaucoup plus faciles qu'avec avec une LFX classique, et ils volent beaucoup plus longtemps qu'un multicoptère. Alors c'est pas magique, il y a des réglages complexes, des choix d'optimisation de la forme, de la distance à l'aile, du contrôleur moteur, de contrôle, de boucle de contrôle. Voilà, mais on a la chance d'avoir la contribution entre autres du laboratoire et de nos collègues de TU Delft. Je ne me prononcerai pas sur la musique. Voilà, donc c'est l'occasion de collaboration aussi avec d'autres sociétés, notamment des Toulousains. Donc bon, cette vidéo, si vous voulez la revoir, elle est aussi sur le blog de Paparazzi. Et si vous voulez contacter Murat, voilà. Donc ça, c'est un des exemples d'activité. Alors, il n'est pas fait par un chercheur de la chaire, il est fait par plein de chercheurs du programme drone. Mais pour autant, il pose des questions sur tous les gens qui font des travaux sur l'insertion des drones dans l'espace aérien. Il ne se comporte pas comme un multicoptère devant un radar holographique, par exemple. Il est plus facile à manipuler. En cas de problème, il peut juste s'arrêter et pas continuer tout droit. Enfin, d'une certaine façon, les appareils transitionnels comme celui-là, voilà, ils ont des possibilités qui ne sont pas offertes par les drones qu'on a en tête. Et demain, s'il y en a plein des comme ça, il y aura peut-être un nouveau concept de drone aussi qui rendra possible des opérations dans des espaces confinés, en urbain, avec des drones qui volent longtemps. Et donc celui-ci, il a été conçu dans le cadre du projet Mistral pour faire de l'évaluation d'humidité du sol. Et je pense que très très clairement, on va voir arriver des appareils comme ça assez vite. Alors sur les activités de recherche sur les systèmes et leurs usages, la chaire finance notamment via le doctorat d'Eldis Blaskaya un travail sur la détection de défaillances, détection de panne, utilisant le machine learning, guidé par les données. Et donc comme je l'ai déjà dit, Paparazzi a été pensé dès le début avec une architecture qui vise de la robustesse. Et donc je peux vous montrer une autre vidéo qui est un peu ancienne et qui triche un tout petit peu, mais est-ce que vous avez déjà vu un drone à LFX perdre un bout d'aile et un moteur et continuer à voler? Non, pas encore. Ben, vous pourrez dire que vous l'avez vu après. Alors c'est une vieille vidéo, et en fait l'airframe est tellement solide que peut-être qu'en fait ça aurait marché sans contrôle adaptatif. Une catapulte humaine. Donc c'est un bimoteur, vous y trompez pas. Donc au début ça penche un tout petit peu. Et donc voilà, dans Paparazzi, il y a des boucles de contrôle qui permettent de corriger un tout petit peu. Ah bah s'il perd un moteur en plus. Alors je vais pas dire des bêtises sur ce qu'on peut faire ou pas faire avec un multicoptère, mais je pense qu'à partir de 6 hélices, on sait faire des choses. Vu que depuis les stations de contrôle, ça montre à quel point c'est il y a longtemps. Alors c'est aussi un enjeu pour nous, parce que détecter une panne pour Elguise,
il va falloir qu'elle se batte contre la capacité du drone à la compenser tout de suite. Voilà. Donc le travail d'Elguise, l'hypothèse qu'elle fait, c'est que avec un drone de cette taille-là, on ne peut pas exiger de doubler, tripler les systèmes. Voilà. Économiquement, ça n'est absolument pas rentable, ça ne marchera pas. Pour autant, il faut faire des preuves de sécurité, donc de capacité de détection. On ne peut pas mettre des moniteurs matériels partout. Et donc comment faire pour ça? Utiliser une approche de supervision intelligente avec des actions si nécessaire. Dans un cadre plus safety porté par Jarus, qui s'appelle la SORA, et puis par le NPA de l'EASA, la partie problème technique sur l'UAS fait partie des menaces qu'il faut adresser. Désolé pour l'anglicisme. Et donc ces menaces-là, pour nous, c'est le design system et une technique, une approche pour récupérer une fois qu'on a détecté la panne. Donc il y a deux approches, celle qu'on a nous, l'approche passive, le contrôleur il tient bon, ou celle que ont pas mal de dronistes, de faire une aile qui est peut-être moins performante mais qui va tenir le coup. Voilà. Et donc l'approche active proposée donc par Elguise et Murat, c'est en utilisant des données pendant le vol ou des données entraînées avant, en amont, permettre d'entraîner un système qui permettra ensuite, une fois qu'on l'a détecté, d'adapter la boucle de contrôle à la défaillance. Donc pour pouvoir faire ça, il faut faire la différence entre le bruit et les erreurs classiques et puis les vraies pannes. Donc pour faire ça, ce qu'a fait Elguise, c'est modéliser complètement un drone. Ici c'est un Mako, mais en réalité elle a utilisé après une aile fixe, il me semble, une autre aile fixe Azagi. Et le principe, c'est d'entraîner avec du machine learning en cas de panne et sans panne, pour ensuite, une fois que ce système-là est entraîné, l'embarquer, et lui il reçoit les informations et il sait dire s'il y a une panne ou pas. Enfin, on aimerait qu'il sache dire. Donc on sait déjà faire des choses. Je vous invite à lire les articles qui ont été publiés à la conférence IMAV et à DASC en septembre cette année. Ils sont eux aussi disponibles sur le site. Et cette approche de la détection des petits drones et des défaillances dans les petits drones, on vise des collaborations avec d'autres structures pour la porter sur des plus gros drones. On a déjà parlé avec des avionneurs aussi pour voir ce que ça peut donner. Donc c'est une contribution qui nous permet aussi de challenger d'une certaine façon l'organisation de la SORA par rapport à la sécurité sur les drones eux-mêmes. Et pour terminer, je vais laisser Jim nous introduire une autre activité qui est menée via la chaire, qui est l'utilisation des drones pour inspecter des moyens de radionavigation. Jim ? Donc en effet, un cas d'usage potentiel pour nos drones, c'est l'inspection de NavAids. NavAids, c'est Navigational Aid. Et de façon générale, c'est un repère qui permet à un mobile de se positionner géographiquement ou géométriquement. Donc ici, on va s'intéresser en particulier au cas des aides radioélectriques à la navigation aérienne habitée, avec un pilote à bord. Et en particulier, donc, le VOR et l'ILS. Donc je vais faire un premier rappel rapide ou explication rapide de ce que sont le VOR et l'ILS. Donc le VOR, c'est constitué d'une balise au sol. Je sais pas si ça, voilà. Ici, et ça donne le relèvement qu'on appelle aussi l'azimut de l'avion au degré près, l'azimut qui est pris par rapport au nord magnétique. Donc il y a un récepteur évidemment à bord de l'avion qui permet de recevoir l'information et de la traiter, et ça fonctionne sur une bande de fréquence qui, si je ne dis pas de bêtises, va de 107 à 118 MHz. Donc ça c'est le VOR, c'est un premier système. Petite illustration ici, ça c'est un VOR Doppler, c'est ce qu'on appelle la deuxième génération de VOR. Ça offre une qualité de signal supérieure par rapport au VOR qu'on dit conventionnel. Pardon. Et ici, le deuxième type de navet, donc c'est l'ILS, Instrument Landing System, donc, qui permet aux avions d'atterrir dans des cas de visibilité dégradée lors de vols IFR, Instrument Flight Rules. Donc c'est constitué des éléments suivants. Vous voyez la piste ici. Le premier élément, c'est l'antenne localizer qui permet d'émettre un signal qui est capté par l'avion et qui lui permet
d'établir son écart latéral par rapport à l'axe de la piste ici. Le deuxième, c'est l'antenne du glide, qui émet un signal qui est aussi capté par l'avion et qui lui permet d'établir son écart par rapport au plan de descente verticale, qui en règle générale est de 3 degrés. Et vous avez aussi le dernier élément, c'est le DME, où c'est un dispositif qui permet de mesurer la distance par rapport à l'axe de la piste. Alors pareil, une petite illustration, donc l'antenne localizer à gauche et le glide à droite. Alors, puisque ce sont des balises qui permettent aux avions pilotés de se positionner géographiquement ou géométriquement, on comprend vite l'intérêt qu'il y a à surveiller ces balises pour vérifier que les informations qu'elles envoient ne sont pas erronées ou complètement aberrantes. Donc pour ce faire, on fait des inspections. À l'heure actuelle, ce sont des inspections qui sont faites au sol et en vol par des avions pilotés. Par exemple ici avec un INTR de la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et l'idée qu'on se pose, donc, ça serait de complémenter ces inspections actuelles par des drones. Alors pourquoi par drone ? Premièrement, parce que ça pourrait potentiellement permettre de réduire la fréquence des contrôles en vol piloté, et donc forcément de réduire le coût. Aussi de permettre de garder une certaine couverture ILS sur le territoire. Jusqu'à l'année dernière, les ILS étaient inspectés par la Direction Générale de l'Aviation Civile. C'est plus le cas pour certains aéroports maintenant. Donc l'inspection se fait à leur demande et elle est payante. Donc si on permet de réduire le coût de cette inspection, on permet de maintenir en vie, entre guillemets, certains ILS. Alors rassurez-vous, si on demande des ILS parce que ça coûte trop cher de les maintenir, on les remplace évidemment par quelque chose d'autre, une autre technologie comme le GNSS. On ne laisse pas les avions atterrir n'importe comment. Et le deuxième aspect, c'est qu'on pourrait éventuellement améliorer la qualité de ces inspections, parce qu'évidemment avec des drones on peut faire des choses que les avions pilotés ne peuvent pas, et vice versa. Donc ce serait vraiment une idée de complémenter ce qui est fait à l'heure actuelle. Donc selon moi, quand on essaye d'implémenter une nouvelle technologie sur une situation existante, ça se passe en règle générale en 2 étapes. Donc la première, c'est assez naturel, on essaye de remplacer l'existant. Donc là, on prend un avion qui était piloté, on essaye de le remplacer dans certains cas par un drone. Et ça permet déjà d'amener certains avantages comme on vient de le voir. Cela dit, on se rend souvent assez vite compte que ça ne suffit pas vraiment. Par exemple, là, les appareils qu'il faut mettre à bord des avions pilotés pour inspecter ces navets peuvent être assez lourds et peut-être trop lourds pour un drone. Donc on pourrait faire des systèmes plus légers pour le drone, mais à ce moment-là, l'inspection pourrait prendre plusieurs passes autour de la balise, alors qu'avec un avion piloté, on n'en faisait qu'une. Bon. Mais pourquoi ne pas utiliser de drone à la place d'un seul ? Donc pour moi, on arrive assez vite à une deuxième étape où on commence à modifier aussi la technique et les procédures qui étaient employées jusqu'à présent. Et pour moi, c'est vraiment là qu'on va débloquer le plein potentiel de cette technologie. Alors, la démarche de l'ENAC dans tout ça. Donc, en ce qui concerne l'inspection des vols, donc on a choisi une approche top-down qui est assez ambitieuse, mais qu'on pense nécessaire pour éviter un peu le bricolage. Donc, on commence par définir le but de nos expérimentations. Évidemment, il faut obtenir les autorisations nécessaires pour pouvoir voler autour des dites balises. Donc ça va nous contraindre dans un certain volume et pendant un certain laps de temps. De ça, on découlera les trajectographies pour nos drones et la charge utile qu'on voudra embarquer. Donc on fera une espèce de lettre au Père Noël, comme si tout était possible pour réaliser à bien cette expérience. Ça nous permettra de toucher du doigt, et c'est des thèmes centraux à la chaire, les côtés opérationnels, sûreté, sécurité et bien sûr réglementaire. Et après la deuxième étape, donc évidemment cette première partie va découler un certain nombre de contraintes. Et on va essayer de formuler une réponse technique optimisée à ces contraintes via le choix de l'avion, en essayant de jouer sur l'autonomie, les plans de vol, la charge utile, etc. etc. Donc ça, évidemment, c'est l'aspect technique. Donc on pense que c'est mieux de faire comme ça, plutôt que de partir d'abord d'un choix de l'avion sur lequel on a mis des capteurs, pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec, parce qu'on pense que, oui, on peut bricoler un avion, mais on risque de ne pas arriver à grand-chose au final. Et où on en est jusqu'à présent ? En fait, on a fait exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. On a pris un drone dans le laboratoire, on a mis une antenne dessus et on l'a fait voler. Voilà. Alors j'exagère un peu, l'antenne qui est là, elle a été conçue, fabriquée et calibrée par des experts de l'ENAC sur le sujet.
Et à vrai dire, ce travail a été réalisé dans le cadre d'un stage de fin d'études, donc en 6 mois, on n'a quand même pas le temps de tout faire. Voilà, donc en gros, ce qu'on a là, c'est un prototype qui montre la faisabilité d'un système de drone qui permet de capter des signaux radioélectriques et les localiser à l'aide d'un GPS. Voilà, Yannick, je te rends l'antenne. Alors faire voler des drones et leur trouver des usages ou confirmer des usages pressentis, c'est bien. Mais bien sûr, il faut apporter des réponses aux questions réglementaires, bien sûr, procédures et opérationnelles. Et pour ça, mener des travaux de recherche. Et donc ce qu'on mène comme travaux de recherche, c'est dans 2 cadres. Le cadre national, et notamment celle pour le Conseil pour les drones civils. Donc il existe des travaux, par exemple, pour le GT longue élongation, sous l'égide de la DGAC. Bon, on n'y participe pas directement. Il y a aussi tous les programmes de R&D donc financés par l'Union européenne sous l'égide de César, au travers ces différents types de projets qui sont exploratoires, industriels ou démonstrateurs de grande échelle. Et donc à la dernière conférence Helsinki, Florian Guillermet a présenté, on va dire, les 2 grands cadres qui sont le cadre AirPass, plutôt les drones mâles en IFR ou les gros drones en IFR, et le cadre U-Space en réponse donc à la déclaration de Varsovie, avec différents ensembles de services qui vont être mis à jour dans l'ATM Master Plan qui est censé sortir incessamment sous peu maintenant. Et donc, dans le cadre de ces projets-là, l'ENAC a déjà contribué. Alors, dans César 1, je vous en avais parlé, et ça vaut quand même le coup de re-regarder ce qui a été fait. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on fait dans César 2020. Et notamment, dans César 1, c'était les projets Tempairis et Audrea. Donc, petit spoiler, on a réussi à faire décoller un patroleur de Safran depuis Muret en automatique. Il allait faire un petit tour à Blagnac, il est reparti. Et il y a eu des expérimentations de voies évitées par rapport à des avions de l'ENAC pilotés. Donc tout ça, ça a permis d'évaluer, déployer plein de choses, notamment des scénarios de perte de contrôle, du voies évitées, des nouvelles procédures. Et donc tout ça, c'était des démonstrateurs. Et donc maintenant, dans le cadre de César 2020, il y a des projets, et notamment dans le cadre des PJ11 et PJ10, différents types d'études dans lesquelles l'ENAC et notamment la chaire, mais aussi d'autres chercheurs du laboratoire, contribuent. Donc Eric Thomas est là, il pourrait en parler mieux que moi, mais Rockwell Collins avait coordonné le projet Audrea, où il y avait Safran qui a apporté son patroleur, la DTI qui a fait quasiment tout le travail, et puis l'ENAC aussi qui contribuait. Et donc c'était quoi ça a été la définition et la simulation de plein de procédures pour faire une étude d'impact sur la sûreté. Et donc pour ça, regarder différents types de trajectoires, différents types de configurations. Et une emphase particulière sur la compatibilité entre des logiques d'évitement qui sont le detect and avoid qui est embarqué par le patroleur et l'ETICAS tels qu'ils sont connus. Suite à ces simulations à temps rapide, il y a eu des expérimentations en temps réel avec des contrôleurs et des pilotes de drones qui ont donné lieu à de nombreux résultats disponibles donc, sur le rapport Audrea. Et notamment un des résultats qui est que les pilotes de drones militaires ne connaissent pas la Phraseo ATC. Mais bon, c'est pas le gros résultat et pourtant il montre qu'il y a des besoins, notamment en termes de formation à l'ENAC. Et tout ça, ça a permis là aussi d'isoler des situations qui étaient intéressantes à démontrer. Et suite à tout ça, il y a eu un vrai vol. Et donc ça a ouvert la porte vers les travaux suivants qui sont abordés dans César 2020. Donc là, vous avez une photo du patroleur. C'est un drone qui est sur une base de motoplaneurs dronifiés. Le pilote de sécurité, dans le cadre de l'expérimentation, était à l'intérieur. Et là, il a sur son pod multifonction un capteur optique infrarouge qui est équipé d'une logique d'évitement. Alors comment on a choisi la situation d'abord, il y a eu des simulations temps rapide, donc je vais pas vous faire les 5 minutes de la présentation, même si elle est plutôt très très bien faite. Merci Eric et Rémi. Donc on a pris du trafic dans le sud-ouest de la France, du vrai trafic. Donc l'avantage c'est qu'on ne simule pas, on va travailler sur des données qui sont riches.
Et donc ce trafic-là, il a fallu en prendre une partie qui correspondait à la zone qu'on voulait faire. Donc on a fait des choix en niveau, en hauteur, on a pris que des IFR. Et donc après, de 2000 pieds au niveau 195, sur chaque trajectoire on prend un point. On espère que c'est représentatif. Vous avez le nombre d'aéronefs correspondant là-haut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on prend? On prend une minute autour du point. Là, typiquement, sur celui-là, c'est un Embraer 145, l'Europe 90-70. Et pour chacun de ces points, on sait où est l'avion, donc on va générer un conflit. Un beau conflit, celui où les deux centres se rencontrent. Et donc, le drone peut interférer avec le trafic de plein de façons. Et à ce moment-là, on ne savait pas trop quelles allaient être, on parle de 2014-2015 là, quelles allaient être les trajectoires typiques des drones et la réaction de l'avion. Alors on fait l'hypothèse que le TICAS y répond sur un drone qui passe en plein milieu. Sur un drone qui monte, comment se comporte l'avion, comment va se comporter le TICAS. Donc tout ça a été simulé avec du matériel dans la boucle, grâce aux techniques de simulation et au bus logiciel Ivy. Et donc on a envisagé plein de configurations de vol de drone. Donc celui qui monte, celui qui descend, celui qui va faire des cercles en plein milieu de la route. Celui-là, il est quand même particulièrement de mauvaise volonté. Un qui monte en cercle. Voilà, quel va être le comportement de la logique d'évitement embarquée sur l'avion et embarquée sur le drone. Et d'ailleurs, ces logiques d'évitement, il peut y en avoir plusieurs. Le detect and avoid. Est-ce que le drone va essayer d'éviter lui-même? Est-ce que ça va pas générer des problèmes? Et puis pour créer du bruit, en fait, pour chaque position, on va essayer avec plusieurs décalages possibles. Alors je dis on va, je devrais dire on a, même plus précisément ils ont. J'étais pas encore au programme drone de l'ENAC à ce moment-là. Et donc selon les positions, on voit les différentes approches, selon les simulations, le comportement de l'aéronef. Donc après, il y a plusieurs logiques, avec ou sans detect and avoid, avec ou sans TICAS. Et donc tout ça, ça nous a donné des tonnes d'informations sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel cas ça se passe mal. Et je ne vous cache pas que ça ne marche pas toujours très bien. Voilà, c'était pas fait pour. Ça marche plutôt pas mal, suffisamment pour qu'on ait confiance pour faire des face-à-face de haut soleil dans une zone interdite au trafic. Mais donc grâce à ce projet-là, on a validé l'approche aussi, l'approche basée sur des simulations. Ça nous a permis de faire les expérimentations avec les contrôleurs. Donc encore une fois, merci Eric et Rémi pour leur édition de vidéo, entre autres. Et donc il y a eu vraiment un vol. Donc là, vous pouvez vous retrouver à bord du motoplaneur dronifié là. Il y a même le son. Et donc pour ceux qui connaissent bien Blagnac, voilà, le drone y est allé. Donc c'est une caméra prise depuis l'empennage. Et il a provoqué des réactions intéressantes des pilotes d'Air France qui étaient par là à ce moment-là. Voilà. Mais c'est pas un drone qu'on voit ici. Voilà, c'est les contrôleurs qui les ont rassurés. Alors, en même temps, les contrôleurs ils avaient participé aux expérimentations, ils savaient exactement ce qu'on allait faire. Alors chose intéressante, on a pu définir aussi des surfaces, des procédures spécifiques pour des drones. Avec des angles d'approche qui n'ont rien à voir, en tirant parti de la sécurité, la précision du positionnement, etc. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il ne fait pas un touch, il fait un go around et il ne s'écrase pas, donc il n'y a pas de suspense, tout s'est bien passé. Et donc ce projet-là, il a validé une approche aussi qui est utilisée maintenant dans les César 2020, PJ10 et PJ11, enfin en tout cas les deux aspects, l'aspect définition de procédure d'une part, concept d'opération, mais aussi interopérabilité et performance. Et puis l'autre partie qui est utilisation de simulation, alors avec plusieurs types de simulateurs, différents types de senseurs, différents types de drones, pour voir aussi comment se comporte le detect and avoid. Bon, en fait, ça se passe suffisamment bien aussi pour que l'armée française en ait acheté une dizaine récemment. La chaire travaille beaucoup sur ce sujet, le detect and avoid, et donc c'est Guido Manfredi qui mène tout ça, mais en lien avec le reste du laboratoire ENAC. Donc voilà, typiquement là-haut, il y
il y a encore Nicolas et Cyril qui ont contribué donc à des travaux de recherche sur la base de ce qui s'était fait dans Audrea et au service de César PJ11. Et Guido a travaillé notamment sur l'évaluation de la KSXU. Il fait partie de la Tiger Team RTCA. Il travaille dessus pour évaluer la logique de ce système d'évitement pour les drones qui doit succéder à ce que sera le TICAS pour les avions et la KSXA ou XM, ça dépend des deux, pour les avions pilotés et habités. Donc des publications de recherche bien sûr, un état de l'art qui a été publié en 2016 et la mise en place de plein de moyens de simulation de senseurs, de bruit, etc. Donc ces moyens de simulation, ils donnent aussi des pistes pour la normalisation, j'y reviendrai. Et donc les algorithmes d'évitement des avions, vous connaissez tous le TICAS, ne serait-ce que parce que le lac de Constance. Et donc le son remplaçant, la CAS, il a vocation à utiliser le même type de matériel et donc pour ça, à tirer parti d'une estimation d'état et de tables optimisées sur le fonctionnement des autres appareils pour proposer un Resolution Advisory. Et donc cette approche-là, elle est plus complexe et plus adaptée que le TICAS, c'est certain, mais elle doit être réglée. Il y a eu plein de simulations, mais des simulations qui ont été faites par le Lincoln Lab et MIT sur des données américaines avec des avions américains sur un territoire américain. Donc ça ne peut pas être la seule solution, ça ne peut pas être ce qui va marcher partout. Il faut d'abord qu'on vérifie, et donc c'est un peu l'objet du PJ11 A2, qui est une évaluation de cet algorithme-là, avec d'autres types de MAL, donc le Reaper, Global Hawk bien sûr, mais on a joué avec le Harfang et encore il n'y a pas très longtemps. Pourquoi pas le Patroller? Donc on rajoute des infos qu'on a. En plus des modèles de rencontre, il y a ceux qui sont développés donc, par Aegis dans le cadre du PJ ou ceux par Eurocontrol. Les senseurs, donc c'est ceux du projet, on rajoute des radars embarqués et des systèmes électro-optiques avec Safran. Leur intégration, il y a un modèle d'intégration de senseurs porté par la KSXU, on va le comparer à d'autres, parce qu'en fait évaluer un système en n'utilisant que ce système et en regardant s'il marche, c'est pas suffisant, on essaie de le comparer à d'autres approches, d'autres logiques, et donc aussi l'autre algorithme, ENAC, Orca, c'est des algorithmes donc, qui ont été essayés par les collègues du laboratoire, Nicolas, Cyril et Nicolas notamment, en se basant sur des approches utilisées dans certains jeux vidéo, de simulation de foule. Et donc on veut comparer tous ces résultats-là par rapport à des métriques de sécurité. Donc c'est un travail en cours aujourd'hui qui avance bien. Enfin, on a collecté des vraies données il n'y a pas très longtemps et des développements et des simulations à Bordeaux, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, pour commencer là-dessus. Et d'ailleurs à Bordeaux, on va là aussi en utilisant le savoir-faire donc des spécialistes en procédures d'approche, les PANSOPS à l'ENAC, on propose d'autres types de procédures. Et donc on contribue comme ça à l'OZ, donc le concept d'opération, OZ, SPR, Interop, il y a tout, l'environnement, les interfaces, les exigences minimum. Et donc voilà, nos chercheurs de la chaire ont contribué à cette définition en lien avec nos experts de l'ENAC. On propose d'autres types de finales, voilà, par rapport à l'aviation habilitée, à angle fort bien sûr, en courbe. On fait des attentes circulaires, pourquoi faire des hippodromes avec les drones? On a des aires de protection plus précises, plus courtes, parce qu'on sait mieux positionner un drone qu'un avion. Donc tout ça pour dire que on pense que les projets césarières, ils sont vraiment la clé de solutions qui seront des solutions César et qui seront d'ici peu de temps dans les drones qui vont voler autour de nous. Pas en grande quantité, si vous vous souvenez du transparent sur les chiffres, mais voilà, ça permettra une insertion des drones dans l'IFR. Et pour les petits drones, il y a eu cette initiative, U-Space, de Violetta Bulk, et puis ensuite ça a été repris, et retravaillé, et ça aboutit donc à de nombreux projets. Et donc c'est une version européenne très ambitieuse, basée sur des services et des capacités, pour organiser donc le développement et l'essor des drones plutôt à bas niveau, mais pas que, et même en urbain. Donc il y a les mêmes verrous que les AirPass, que les gros en IFR, mais dans un environnement plus compliqué, avec des drones plus petits. Finalement,
c'est là qu'on se rend compte que on a commencé avec des petits, on a laissé jouer avec les gros, mais le difficile, il est là sur la table devant vous. Faire voler ces appareils-là en ville de manière sûre, c'est autrement compliqué que de dronifier un 777. Et donc, dans la chaire, on contribue à plein d'aspects, notamment, comme l'a expliqué Jim, à des scénarios aéroportuaires ou péri-aéroportuaires avec la calibration, à des activités de normalisation, dont je vous donnerai quelques exemples. Et je sors juste d'une réunion donc à des projets exploratoires, donc de l'appel César 2020 Exploratory Research 2016, et notamment à travers le projet classe. Donc pour parler de U-Space, le mieux c'est que je vous montre la vidéo qui a été faite à ce sujet. C'est des images de synthèse, hein, ça pas vraiment. Oui, pourquoi pas le Personal Air Vehicle. Donc vous avez le nom de nombreux services U-Space qui ont été évoqués, hein, de l'interface procédurale avec la PLC, la déconfliction. Donc c'est une super illustration de certains de ces services. Et donc on y retrouve une partie de ce qui a déjà été poussé par les lois au niveau national, mais ça va bien au-delà, hein, en visant un plus grand niveau d'autonomie et d'automatisation. Et donc tout ça, c'est U-Space. Alors, je vais vous afficher la liste des services, mais c'est l'ancienne version. La nouvelle version de la TM Masterplan va les produire vraiment incessamment sous peu, dans les jours qui viennent, ou peut-être les semaines qui viennent, il y a Noël. Et donc on retrouve des choses, en tout cas en France, sur la loi de 2016, donc, et leurs décrets qui vont être publiés et actifs en juin. On retrouve des choses qui commencent aussi à arriver chez nous de certaines façons. Mais donc les Initial Services, tout ça, on a un calendrier d'à peu près d'ici 2 ans, quoi. Voilà. Et donc les projets exploratoires, ils vont en U3 et en U4, des choses beaucoup plus avancées, beaucoup plus autonomes et beaucoup plus automatiques. Je ne vais pas proposer à Ludovic de venir parler, hein, c'est ma conférence. Voilà. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on fait dans Class. Donc Class, c'est un des consortiums qui ont répondu donc, avec succès à cet appel, hein, de la César-JU. C'est un consortium donc, dirigé par Airbus, ex-Defense and Space, qui sont notamment à Toulouse, où donc, interviennent Unifly, une société à Anvers, qui est spécialisée donc, sur ces sujets-là. Avalon Technologies, qui donc, a été racheté il n'y a pas très longtemps, qui a déjà un radar capable de détecter un drone, un quadcopter à 5 km, et qui a équipé Monaco, Singapour et Charles de Gaulle notamment. Et NTNU à Trondheim, donc en Norvège, et donc ils nous apportent leur expertise dans la fusion de données. Et qu'est-ce qu'on va faire dans Class ? On va évaluer les performances et les limitations d'un système à la fois coopératif avec la puce d'Airbus et non coopératif avec les radars Avayant, d'un système U-Space pour un certain nombre de services, notamment de tracking, de déconfliction, dans le cadre de nombreux scénarios. Alors, plusieurs d'entre vous avaient déjà participé à l'atelier pour définir ces scénarios-là, et je ne peux que vous en remercier encore. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est voilà, d'ici 2 ans, de livrer des résultats issus de démonstrateurs, de tests réels et d'évaluations.
Et ces différents projets, certains d'entre eux, comme par exemple Percevit, qui est mené, guidé, je crois, par TU Delft, on va aussi, dans le cadre de la chaire, contribuer un petit peu à ce projet-là indirectement, parce qu'on leur a piqué leurs chercheurs pour venir travailler à l'ENAC un petit peu dans le cadre de la chaire. Mais il va travailler là-dessus, hein, bien sûr. Voilà, pour aussi développer donc tous ces aspects évitement d'obstacles utilisant des flux optiques sur les petits drones. Et c'est quelque chose, eux, c'est des grands utilisateurs et contributeurs à Paparazzi. Et voilà, je pense qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Et on contribue à l'ENAC et la chaire à l'advisory board du gros consortium qui regroupe beaucoup de gens. Et qui est en charge de définir par vagues successives le concept d'opération dans l'USpace. Donc l'ENAC participe à contribuer à ça, notamment au travers des ateliers qui vont commencer dès janvier près de Barcelone, à la relecture des documents et si possible à héberger un atelier futur. Voilà. Donc ces activités autour du César Vava, nous c'est surtout classe, donc Fabien y travaille dessus. Et donc dans classe, je vous en ai parlé, hein, donc du tracking coopératif avec un chip développé par Airbus qui vient plutôt du spatial, du tracking non coopératif avec le radar d'Aveyant, de la fusion de données et tout ça sur lequel vont se brancher des services opérationnels comme de la déconfliction, du monitoring en temps réel avec des guillemets et des moyens de communication qui permettront d'augmenter la conscience de la situation des différents acteurs autour, qu'ils soient étatiques, air traffic control s'ils ont besoin, police, etc. Donc cette application dans classe, elle nous permet aussi de faire valoir l'expérience des chercheurs de la chaire. Donc je vous fais juste ce petit tour d'horizon. Et donc faire des articles scientifiques, c'est notre bonheur, nous on aime bien ça. Faire des rapports et contribuer à des projets, ça fait partie de nos activités. Mais il faut que ça ne reste pas sur une étagère. Et donc, même si ce n'est pas forcément la partie la plus sexy, c'est peut-être le vecteur le plus efficace pour faire passer nos connaissances, pour que ça devienne des produits, des projets. Et donc, on essaye de faire contribuer nos chercheurs de la chaire aux activités réglementaires et de normalisation. Et c'est vraiment dans les attentes de nos mécènes, dans les mécènes de la chaire, c'est porter cette parole-là, hein, ce savoir-faire qui rejoignent. Donc nos chercheurs, et en particulier Guido et maintenant Jim, contribuent soit directement à Eurocae par exemple, tiens, il manque un logo s'il est là, ou RTCA, ou indirectement en donnant via la DGAC des expertises sur des sujets qui ont trait à Jarus, à l'EASA, à l'OACI. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, la réglementation de l'EASA, a priori, ça serait 2021. Donc, alors je mets encore des points d'interrogation parce que je n'ai pas bien compris ce qui est passé à la RMT récemment, à 0230 là. En gros, pour le moment, l'EASA n'est pas compétente pour les aéronefs de moins de 150 kg, donc ils n'ont pas le droit de donner des règles sur les petits drones. Voilà. Et on pense qu'une fois que ça sera passé, ils seront compétents pour édicter des règles, mais bien sûr, ça reste les autorités nationales qui vont les implémenter et les vérifier. Et donc, il y a différents types de catégories de drones. L'EASA, c'est un ancien de l'ENAC qui a mené tout ça, Yves Morier. Et je crois qu'au dernier NPA, il y a eu 3500 commentaires. Et donc, vous doutez bien que harmoniser des pays comme la Finlande, qui a à peu près la densité du Cantal, et puis un goût pour la technologie, et le Cantal qui peut représenter l'EASA, mais des pays comme la France qui ont déjà beaucoup avancé, qui ont une position assez forte, c'est quand même pas toujours évident, et donc ça avance assez bien, assez vite, et donc de manière plutôt harmonisée. Alors, en quoi nous on a pu contribuer? Au travers des activités notamment de Guido, qui a décomposé les différents types d'opérations de drone dans une taxonomie, que ce soit côté contrôlé, non contrôlé ou carrément ouvert à très bas niveau. On a identifié dans les différents types de scénarios de Jarus des doublons, on a touché du doigt des limites, quoi. Et donc cette partie-là, taxonomie des opérations de drone, c'est une manière pour nous
d'identifier un peu mieux les verrous, permettre à des industriels de prévoir le développement des activités, aux régulateurs de regrouper des scénarios potentiels, et puis pour les utilisateurs de prévoir finalement un calendrier sur la disponibilité des services. Donc pour nous, c'est une manière aussi de lisser nos activités et d'établir la feuille de route pour les années qui viennent. Donc ce travail-là, il va être publié incessamment sous peu. Bon, voilà, la rédaction est faite. Il faut qu'on trouve le bon vecteur pour le valoriser. Comprendre une conférence ou un projet. Les activités de Detect and Avoid de Guido ont permis de toucher du doigt très très tôt que la définition de Remain Well Clear, très chère à l'aviation habitée, est ambiguë. Voilà. Il n'y a rien qui définit ce que c'est que des aéronefs qui restent à bonne distance. Il y a plusieurs limites, que ce soit le Remain Well Clear Threshold, qui va rappeler à certains les 5 nautiques 1000 pieds dans certaines conditions, ou 8 nautiques de 1000 pieds dans d'autres. Le Remain Well Clear Volume, le Collision Avoidance Threshold et le Collision Volume qui correspond aux dimensions de l'aéronef. Et donc, c'est des limites qui ne sont pas toujours très très bien décrites. Même au sein de deux textes de l'OACI, on voit des différences. Il y a des alertes très très variables. Est-ce que maintenant il n'y a plus de conflit, différents types d'alertes. Et il y a différents types, bien sûr, de conseils de manœuvre. Je ne vais pas reparler du lac de Constance. Et donc, tout ce travail sur les bonnes définitions de Remain Well Clear, elles ont abouti finalement au fait que toutes les définitions devraient inclure un événement de début et de fin. Ce n'est pas le cas pour ces trois-là, Eurocae et OACI dans 2 textes différents. Des acteurs ou pas, pour laisser une liberté dans les parties normalisation. Quelles sont les actions à faire, voilà. Et donc, ça devrait rester suffisamment général pour être généralisable, notamment aux drones. Donc voilà, Guido a contribué via certains CONAPS OACI, Eurocae, à l'inclusion de définitions de Remain Well Clear dont on pense qu'elles seront toujours utiles pour être on va dire, plus carrées. Alors, on va essayer de les mettre aussi dans les OZ et les CONAPS qu'on est en train de rédiger. Guido travaille aussi avec des chercheurs américains du RTCA, qui est le pendant américain de l'Eurocae. C'est eux qui ont beaucoup travaillé sur l'évaluation de la CAS et de la CASX notamment. Et ils ont 2 subcommittees qui travaillent, certains sur la CAS et d'autres sur le TICAS et le Remain Well Clear. Et donc ils se sont rendus compte qu'ils avaient des comités qui bossaient sur la même chose et qui ne donnaient pas les mêmes préconisations au sein du même organisme de normalisation. Et donc derrière, on a récupéré des feuilles de travail, les algorithmes, pour pouvoir essayer de contribuer là-dessus, et notamment dans le cadre des relations Eurocae-RTCA. Voilà, bien sûr, le cœur des activités, et là aussi je pourrais demander à Eric Thomas d'en parler mieux que moi, Guido et Jim contribuent à 2 task force du working group 105, qui est la réunion des 2 anciens working groups sur les petits et les gros drones. Et donc on travaille sur des sous-groupes du Detect and Avoid, et on commence à rentrer dans le sous-groupe, dans le focus team sur ce qu'ils appellent eux l'UTM. Voilà. Et donc nos contributions au sein de la chaire, donc elles sont pour le moment internes à Eurocae, mais c'est quelque chose d'assez ouvert. C'est des contributions à différents types de scénarios opérationnels et de description d'environnement, des maps, tout ce qui va être performance. Et donc c'est une activité qui n'est pas vraiment de la recherche, mais c'est un vecteur très très direct pour faire passer finalement une analyse et une production scientifique à quelque chose qui va éclairer soit des industriels, soit des régulateurs, quoi. Et aussi de rencontrer des gens qui travaillent sur le domaine. Alors, j'étais super long, mais ce que j'aimerais, c'est que vous repartiez en vous disant que si je prends la feuille de route européenne, c'est-à-dire U-Space, AirPass, et à terme leur intégration pour les évolutions de l'ATM, habité ou non habité. Et si je prends les activités du programme drone et de la chaire, qui est faire des articles pour des systèmes et des usages, contribuer à des projets, procéder à la normalisation, et le donner directement aux futurs acteurs du système via l'enseignement,
J'espère que vous êtes convaincus que la formule chaire de système drone adossée à un laboratoire, c'est quelque chose qui marche, voilà, et que ça nous donnait les moyens de contribuer à cet objectif. Voilà. En tout cas, je vous garantis que moi je le suis. Voilà. Et pour ceux qui hésiteraient encore, vous allez pouvoir, sur le site web de la chaire, airclasschair.enac.fr, lire des articles, alors pas des articles scientifiques, il y a des références vers les articles eux-mêmes, mais il y a aussi des avis, des informations sur ce qui se passe au niveau des drones. Et vous pouvez remplacer votre page d'accueil par celle-là, bien sûr. Stay tuned, comme on dit. Et bien sûr, vous pouvez aussi, si vous êtes fan des articles scientifiques dont j'ai évoqué l'existence tout à l'heure, aller sur les archives ouvertes de l'ENAC, ça a été publié, ou même directement, si vous voulez utiliser ou contribuer au projet Paparazzi, vous pouvez même carrément venir nous voir, on vous accueillera volontiers. Donc je remercie nos mécènes, Engineo, Groupe ADP et Safran, qui ont permis de faire ça, et j'espère qu'on continuera cette aventure le plus longtemps possible. Merci pour votre écoute. Vous avez quand même beaucoup moins dormi que les audiences habituelles quand je donne cours dans cet amphi. J'espère que j'ai pas déjà répondu à toutes vos questions, et si vous en avez, je vous invite à vous manifester. Merci Yannick. Tu avais promis pas 2 heures, mais ça fait 1h30 quand même. Mais c'était bien. Merci. L'expé avec le patroleur.